m'appelle Aïda Yancy, mon pronom est elle, et je viens vous donner une présentation sur ce qu'est l'intersectionnalité et la blanchité. Donc je fais 2 en 1, c'est bonus. Je vais me jeter tout de suite dedans, et puis les personnes qui reviennent de la pause café vont nous rejoindre au fur et à mesure. Dites-moi si vous m'entendez bien, parce que c'est vrai que... Voilà, trop bien. Donc, je n'ai plus besoin de me présenter, parce que cette présentation était ô combien éloquente. Voilà. Donc, je travaille en effet sur les questions d'espace plus safe, d'intersectionnalité, d'antiracisme, de migration, questions LGBTQI+, de genre, tout ça. C'est assez large. Et avant de commencer, je voudrais juste rappeler, donc je ne sais pas si on vous l'a déjà dit, si vous en avez déjà parlé au cours de la journée, mais quand on parle de racisme, d'antiracisme, etc., on parle d'identité. Ce micro est atroce, je suis désolée. Ça veut dire qu'on va potentiellement parler de votre identité aussi, même si vous n'avez pas l'habitude. Est-ce que l'autre micro marche mieux? Ouais. Ok. Bon ben, je vais prendre sur moi et je vais essayer de rester assise. D'habitude, je me promène et je montre des choses. Voilà. Donc, parfois, parler d'identité, ça peut être inconfortable. Parler de racisme, quand on parle du racisme, comme le disait la personne juste avant moi, c'est un projet, c'est pas un accident, c'est pas un état de fait, le racisme. Et donc, le racisme, il fait des victimes, mais du coup, il bénéficie aussi à certaines personnes. Et donc, parfois, toute la conversation peut être très inconfortable. Je vous demande donc de rester avec moi. Ne vous inquiétez pas, on survit à l'inconfort. Comme je dis toujours, j'ai un taux de 100% de survie à tous mes ateliers, même quand c'est inconfortable. Et donc, je vais vous demander aussi de faire preuve d'honnêteté radicale vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis des autres, sur ce que vous savez, ce que vous ne savez pas, sur ce qui vous semble sortir un peu de votre zone de confort, etc. Je vais commencer tout de suite par l'intersectionnalité. Alors, déjà l'intersectionnalité, il y a un certain ancrage historique. Je vois que le micro est parti. Est-ce que tu peux quand même me rendre le micro au cas où je me promène? Parce qu'en fait, je ne vais pas y arriver avec les slides derrière moi en vous regardant juste comme ça. Voilà. J'ai essayé. Vous êtes tous témoins, j'ai essayé. Merci. Ça n'a pas marché. Ok. Alors, l'intersectionnalité a un ancrage historique, et c'est important de s'en rappeler. Donc, historiquement, c'est une approche qui est profondément ancrée dans la praxis, donc à la fois dans la théorie et la pratique afroféministe noire américaine. Okay, en tout cas, dans la version qu'on connaît en Europe le plus, celle dont on parle. Bien sûr, le concept de l'intersectionnalité, ou plutôt la manière dont elle est pratiquée, ça existe dans le monde entier, partout où il y a des populations qui sont racisées et qui comptent aussi des femmes, par exemple. Alors, c'est-à-dire toutes les populations racisées. On peut remonter déjà au 19e siècle avec Sojourner Truth. Je ne sais pas si vous connaissez Sojourner Truth. Sojourner Truth est une femme qui a vécu la plus grosse partie de sa vie en esclavage. Elle a été émancipée en 1851 et sa spécialité, c'était de s'incruster dans les meetings féministes des femmes blanches. Voilà. Donc on est à la fin du 19e siècle, en plein mouvement suffragette, et donc on a des femmes blanches de classe supérieure qui se battent pour avoir le droit de vote. Et elle débarque et elle vient poser cette question que vous connaissez sûrement à ce stade-ci: ne suis-je pas une femme? Voilà, qui a fait le titre d'ailleurs d'un livre de Bell Hooks. Et donc elle dit Ain't I a woman? Ne suis-je pas une femme? En disant en fait, si jamais votre critère pour être une femme, c'est d'avoir des enfants. Moi, j'ai eu plein d'enfants, j'ai eu 13 enfants. Bon, ils ont tous été vendus, mais j'ai eu des enfants. Par contre, si jamais le critère pour être une femme, c'est de ne pas travailler, moi, j'ai travaillé toute ma vie. Et en fait, cette question-là, elle est intéressante même dans l'histoire du féminisme, parce qu'en fait, cette question constante de pour qui on se bat et qui mérite le combat féministe, qui est considéré comme une femme, c'est une question constante qu'on a encore maintenant, par rapport par exemple aux femmes trans et aux autres personnes trans maintenant. Il n'y a pas si longtemps, en fait, on ne considérait même pas les femmes noires comme étant des femmes. Okay. Et puis ensuite, à travers tout le XXe siècle, alors on connaît souvent Kimberlé Crenshaw, je cite quand même Barbara Smith là au milieu, qui a notamment cofondé un mouvement féministe de terrain hyper efficace qui s'appelle le Combahee River Collective, qui était actif à la fin des années 70, début des années 80. Et leur rôle, vraiment, donc c'était principalement des femmes noires, lesbiennes, certaines étaient lesbiennes, elles étaient toutes communistes. Et leur but, c'était d'aller aider celles qu'elles appelaient à l'époque les femmes du tiers-monde. Terme qu'on n'utiliserait plus jamais aujourd'hui, Dieu merci. Mais bon, on change les termes régulièrement, quoi qu'il en soit. Ce que ça voulait dire qu'elles allaient vraiment dans les quartiers chercher les femmes noires, les femmes latinex, etc., pour aller voir, ok,
C'est quoi les obstacles qui se trouvent sur votre chemin? Comment est-ce qu'on les règle? Vraiment de la pratique. Pourquoi est-ce que je vous raconte tout ça? Parce que quand on parle d'intersectionnalité, on connaît souvent Kimberlé Crenshaw, qui est cette juriste américaine, activiste des droits civils, etc., et antiraciste et féministe, qui a popularisé le terme, l'a déposé, l'a publié pour la première fois en tant que tel dans un cadre académique. Or, en Europe francophone, on connaît surtout le terme d'intersectionnalité via le monde académique. Même si parfois, du coup, il est un peu édulcoré par les nombreuses traductions. Il faut savoir qu'on a entre 15 et 25 ans de retard sur tout ce qui est traduction sur les questions de race anglo-saxonne, dans tout ce qui est traduction. On a 15 à 25 ans de retard parce qu'elle a publié son article en 89. Nous, ça fait 10 ans qu'on en parle vraiment beaucoup. Donc voilà. Donc ça, c'est Kimberlé Crenshaw. Le constat est très très simple. Après ça, je vais vous expliquer ce que c'est, parce que je vous parle de l'histoire, je ne vais pas encore dire ce que c'était. Le constat est très simple. En fait, pour elle, simplement, c'est différent pour les femmes noires et racisées. Le racisme et le sexisme qu'elles vivent ne sont pas les mêmes que les femmes blanches ou les hommes noirs. Donc Kimberlé Crenshaw, en 1989, elle fait rentrer le concept dans le monde académique avec un article, avec un titre merveilleux, qui critique tout le monde. Voilà, elle s'applique. On commence par démarginaliser l'intersection entre la race et le sexe, aujourd'hui on dirait le genre, une critique féministe noire des doctrines d'antidiscrimination, des théories féministes et des politiques antiracistes. J'insiste là-dessus parce qu'on ne peut pas enlever des mots du texte parce qu'ils nous rendent mal à l'aise. On ne peut pas enlever les termes qu'elle a mis dans son titre parce qu'ils nous mettent mal à l'aise. Donc j'insiste bien sur le fait qu'elle critique à la fois les doctrines d'antidiscrimination, toutes les politiques d'antidiscrimination, les politiques antiracistes et les théories féministes, on dirait aujourd'hui mainstream, principales. D'accord? Avec une critique, avec une vision qui se veut féministe noire d'après la praxis et la théorie féministe noire de l'époque. Hop. Alors, je ne sais pas si vous savez d'où ça vient, ce concept d'intersectionnalité, mais en gros, l'histoire de base, c'est que, comme je disais, elle est juriste, elle se retrouve face à un procès entre une dame qui s'appelle Emma de Graffenreid et General Motors. Ce procès va devenir un procès de masse. Il s'agit en fait d'une discrimination à l'embauche d'une femme noire chez General Motors. Et donc, du coup, comme tout procès, il s'agit de décider dans quelle case, c'est un peu comme chez UNIA, il faut décider dans quelle case est-ce qu'on peut ranger les faits, sur quelle base est-ce qu'on va se baser pour défendre Emma de Graffenreid. Donc d'abord, ils se sont dit, OK, est-ce qu'on essaye sur la question du racisme? Est-ce que c'est du racisme? Oui, c'est du racisme. Emma de Graffenreid est noire. Et General Motors, derrière, elle a... par contre, en fait, nous, on n'est pas racistes. C'est l'équivalent de « moi, je ne suis pas raciste, j'ai un ami noir ». C'est « nous, on n'est pas racistes, on a des personnes racisées, on a des personnes noires qui travaillent, mais ce sont des hommes qui travaillent sur les chaînes de montage. » D'accord? Du coup, fait « OK, on change notre fusil d'épaule, est-ce que c'est du sexisme ?» Et si jamais c'est du sexisme, là, General Motors fait « en fait, non, on n'est pas sexiste, on emploie des femmes. » Et en effet, ils emploient principalement des femmes blanches dans les jobs d'administration. OK? Bon. C'est là que... Désolée, je répète pas. C'est là, en fait, qu'on vient un peu à la manière dont on définit nos politiques, dont on définit nos normes dans notre société. C'est-à-dire qu'en fait, on a une norme invisible. La norme invisible, c'est celle où, quand vous lisez un livre, le personnage n'est pas décrit. Quand il n'est pas décrit, vous savez qui il est. Donc, si jamais on ne mentionne pas son genre, généralement, c'est un homme. Si jamais vous êtes en train de lire un livre en Europe, qu'on ne mentionne pas sa race, etc., ça va être une personne blanche. Si on ne mentionne pas son orientation sexuelle, elle va être hétérosexuelle, etc., 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 etc. D'accord ? Donc ça, c'est la norme silencieuse. La norme, elle est merveilleuse parce qu'on ne la dit pas, on part du principe qu'elle est normale. Et puis, à partir de cette norme, on définit tout le reste. Donc, on va partir, par exemple, pour les femmes, eh ben, on va garder tous mes adjectifs. Donc, on est toujours sur notre femme blanche, de classe moyenne à supérieure, qui n'a pas de handicap, qui est cisgenre, etc., etc., etc. Et donc là, on va nous faire toute la liste. En gros, c'est comme une expérience scientifique, on va changer un seul critère. Et puis, quand on va parler des personnes noires, ben, en fait, on va dire les noirs. Les noirs, c'est notre homme noir, cisgenre, hétéro, de classe moyenne. Là, le racisme joue un petit peu, a tendance à descendre en termes de classe et à nous dire plutôt de classe populaire, etc., 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 etc. D'accord ? Il n'est pas porteur de handicap, il n'est pas... En gros, c'est notre homme blanc, mais on l'a colorié, tout comme on a décidé que notre homme blanc au milieu était devenu une femme. Hop, voilà. On est assez simple, quand même, dans notre manière de fonctionner. D'où, du coup, cette magnifique anthologie afroféministe, dont le titre est merveilleux aussi, qui dit
Toutes les femmes sont blanches, tous les noirs sont des hommes, mais certaines d'entre nous sont courageuses. Okay, ça part sur ce principe-là. Hop. Alors, le concept de l'intersectionnalité, il est souvent mal compris. On a tendance à l'imaginer comme étant un synonyme de diversité. L'intersectionnalité, c'est super, on a pris plein de gens. C'est un peu United Colors of Benetton. Hein. On a mis des petits-enfants toutes les couleurs, on leur a fait se tenir la main autour de la terre, on a dit Kumbaya, c'était génial. Alors évidemment, ce n'est pas un synonyme de diversité, ce n'est pas non plus un gâteau à la crème où vous allez faire une sorte d'étalage de toutes vos identités en disant alors moi je suis blanc et un homme et homosexuel et hop, et alors vous faites votre petit tour et c'est super, on a tous étalé toutes les couches de nos identités. C'est pas non plus un concours du moi j'ai plus d'oppression que vous, je gagne. Je suis noire et lesbienne, youpi, et je suis une femme. Yeah. C'est pas ça le but. En fait, et pour information, c'est même pas une question d'identité. Ça, c'est aussi important à garder en tête parce que c'est une des plus grosses critiques qu'on fait souvent. C'est oui, mais alors du coup, vous partez dans une guerre d'identité, vous êtes tellement focalisé sur les identités. Il faut savoir que l'identité des personnes n'est jamais une source de souffrance. Qui on est n'est pas une source de souffrance. Notre race, notre orientation sexuelle, notre identité de genre, notre handicap, notre religion, éventuellement le handicap peut créer une souffrance physique. Mais par exemple, une personne n'est pas bloquée, n'est pas interdite d'accès à un endroit parce qu'elle est en chaise roulante. Elle n'arrive pas à rentrer dans un endroit parce que le lieu en question n'est pas adapté à la chaise. Donc ce n'est pas la chaise le problème, ce n'est pas le handicap le problème. C'est de vivre dans une société validiste qui ne met pas en place des ouvertures pour laisser passer les personnes qui ont un handicap. De la même manière, du coup, la difficulté, c'est de vivre, non pas avec toutes ces identités, mais vivre avec ces identités dans une société qui est raciste, validiste, islamophobe, antisémite, homophobe, en voulez-vous, en voilà. On peut rajouter plein de mots. Tous les mots en iste, sauf féministe, ils sont tous dedans. La métaphore de Crenshaw pour expliquer c'est quoi l'intersectionnalité, c'est une métaphore routière. Il faut penser intersection. Je vais devenir très graphique. Ceci est le trigger warning. Je vais vous parler d'accident de la route, il va y avoir du sang. Restez avec moi ou pas, mais au moins je vous préviens, je vais essayer d'aller aussi vite que possible. D'accord ? Donc, en gros, le principe, c'est que vous avez la route de la race et la route du genre. Et au milieu, vous avez une personne qui, en l'occurrence ici, est une femme noire. D'accord ? Sur ces routes roulent différentes voitures, la voiture du racisme et la voiture du sexisme. Et elle se fait heurter par les deux voitures en même temps. C'est là que ça devient graphique. De nouveau, restez avec moi. Vous pouvez mourir de vous faire heurter par une seule voiture. Vous n'avez pas besoin de vous faire heurter par deux voitures pour que ce soit mortel. Donc le sexisme tout seul, c'est mortel. Le validisme, c'est mortel. L'homophobie, c'est mortel. Toutes les oppressions systémiques sont mortelles toutes seules. Là où arrive l'intersectionnalité, c'est qu'elle met en valeur, en évidence, le fait que si vous vous faites heurter par deux voitures en même temps, eh bien, les dégâts ne vont pas être les mêmes. Tout simplement parce que si jamais vous faites heurter dans un corps mou, comme le corps humain, par une voiture, il va y avoir des dégâts. Si jamais vous faites heurter par deux voitures, il y aura aussi des débris de voitures qui vont se mêler à la chose. Ça va, c'est assez graphique, vous êtes avec moi. Donc on a une personne qui est en train de mourir au milieu de la route, elle se fait heurter par deux voitures, elle saigne, et arrive l'ambulance. L'ambulance, ici, c'est une métaphore pour notre société. Elle représente l'accès au système judiciaire, à l'éducation, au système de santé, etc., etc. Donc vraiment tout ce que vous voulez dans notre société, c'est cette ambulance. Et l'ambulance, elle débarque et elle dit « Ah, je suis vraiment désolée, je ne peux pas vous soigner tant que je ne sais pas si c'est le racisme ou le sexisme qui vous a blessé. » Alors c'est bien, mais en fait, à ce stade-ci, on ne sait pas dire si c'est le racisme ou si c'est le sexisme. D'accord ? C'est un subtil mélange des deux. Et donc c'est là que j'arrive avec mon petit problème de maths. Bien sûr, bon, ici on parle de racisme et de sexisme, on peut parler aussi de classisme, de validisme, d'hétérosexisme, de xénophobie, d'homophobie, de transphobie, de nouveau tous les ismes sauf le féminisme, vous avez compris. Hop. Mais donc mon petit problème de maths, l'impact des discriminations intersectionnelles est non seulement plus grand que celui des discriminations uniques, mais en fait, il est aussi il est plus grand que la somme de ses composantes. C'est là que ça fait très problème de maths. Restez avec moi. Donc du coup, je répète, l'impact des discriminations intersectionnelles est plus grand que la somme de ses composantes. C'est plus que juste du sexisme et du racisme ensemble. Il y a des débris en plus. Des débris qui, soit dit en passant, peuvent prendre des formes inattendues et sont parfois difficiles à identifier. Et c'est là que l'intersectionnalité, plus qu'un concept qui nous permet de mettre des mots là-dessus, et c'est important, parce que quand on ne peut pas mettre des mots sur les choses, on ne peut pas les traiter, plus que de mettre des mots là-dessus, il nous permet de les identifier. L'intersectionnalité, c'est un outil. C'est une paire de lunettes qui nous permet d'aller voir là où nos politiques ne vont pas nécessairement toucher tout le monde.
la manière dont on a conçu l'accessibilité de nos services ne fonctionne pas nécessairement pour tout le monde. Si jamais votre permanence, elle est systématiquement entre 3 et 6 heures le soir et que vous travaillez principalement avec des mamans solo, ça va être un problème. D'accord ? C'est penser vraiment en termes d'accessibilité sur plein d'axes. Alors évidemment, si jamais vous pensez, migration, si jamais vous pensez du coup homme, et que vous pensez antiracisme et vous pensez homme noir, vous n'avez peut-être pas pensé à mettre en place un accès qui va inclure, parmi les personnes qui sont victimes de racisme, celles qui doivent aussi gérer les sorties d'école, potentiellement aussi qui pourraient avoir un handicap, et toutes ces questions-là, qui du coup s'ajoutent à votre manière de concevoir l'accès à vos services. Est-ce que ça fait sens ? Ça a l'air d'aller. Cool. Très bien. Donc, l'intersectionnalité, comme je disais, ce n'est pas une question d'identité. On ne s'amuse pas juste tous à dire toutes nos identités et à dire « Ah, et moi, je suis un être intersectionnel » parce que, flash info, alors tout le monde. Simplement parce que tout le monde a une race, tout le monde a une religion ou une absence de religion, tout le monde a une origine, tout le monde a une ethnicité, je vais revenir sur ces mots après. Tout le monde a aussi une orientation sexuelle, même si c'est hétérosexuel. Tout le monde a une identité de genre, etc., etc., etc. Un handicap, une absence de handicap. On a toutes ces facettes-là, on les a. D'accord ? Et alors, une oppression systémique, ça va rebondir un petit peu sur ce que disait la personne avant moi, sur comment est-ce qu'on décrit c'est quoi une oppression systémique. Qu'est-ce que c'est une oppression systémique ? Une oppression systémique, c'est définissable par 4 côtés. Et je vous ai mis un cube, je sais bien, il faut que je change mes slides, c'est un carré, pas un cube. 4 côtés, pas 6. Premier, évidemment, c'est le niveau individuel. Le niveau individuel, vous le connaissez, c'est le niveau de l'insulte. Comme le disait aussi mon prédécesseur, le racisme a souvent été vu comme étant un problème moral. D'accord ? Il y a les très vilains méchants racistes, ceux qui ont une croix gammée tatouée dans le dos, qui agressent des gens physiquement tout en leur donnant des insultes très spécifiques pour qu'on ne puisse pas dire « Non, mais vous êtes sûr que vous ne l'avez pas juste bousculé, qu'il était un peu de mauvaise humeur ?» Non, non, vraiment quelque chose de très très clair. D'accord ? Et puis ensuite, il y a tous les autres qui sont gentils et qui veulent l'égalité. Évidemment, c'est plus subtil que ça, sinon ce serait super, on aurait gagné le combat contre le racisme et youpi. Mais c'est toujours plus facile de dire que c'est au niveau individuel. Bref, première étape de l'oppression systémique, c'est au niveau individuel, c'est le one-on-one, c'est ce qui peut vous arriver quand il y a un échange d'insultes, d'agressions, tout ça. Et ensuite, il y a le niveau institutionnel. Et ça, je pense que c'était justement l'objet principal de la présentation de mon prédécesseur. Donc le racisme institutionnel ou le sexisme institutionnel, etc., ce sont toutes les oppressions qui se passent au niveau de n'importe quelle institution. Une institution, c'est n'importe quelle organisation qui a ses propres règles. Donc ça peut être une toute petite ASBL, ça peut être un club de foot, ça peut être un hôpital, ça peut être la justice. Ça peut être très très large, vraiment. Et donc au niveau institutionnel, vous allez avoir par exemple le fait qu'on dirige, je prends de manière générale oppression systémique, qu'on a tendance à diriger les filles plus vers des études littéraires et puis les garçons plus vers des études de maths et puis arriver à l'UNIF en fait étrangement, ou plutôt après l'UNIF, on se retrouve avec des gens qui sont ingénieurs parce qu'ils ont toujours été poussés vers les maths et puis des personnes qui sont docteurs en littérature scandinave. Et en termes par exemple de paye à la fin du mois, on ne parle pas de la même chose. Ça va être aussi, point de vue de racisme, par exemple, si jamais je reste sur les mêmes bancs d'école, partir du principe qu'un enfant racisé ou noir, on a du mal à le visualiser à des postes de pouvoir. Et donc, ce qui se passe beaucoup dans nos écoles, c'est cette sorte de filtrage. Quand on a un enfant blanc qui commence à ne pas tenir en place, ou ça a l'air compliqué à l'école, etc., le premier réflexe des profs est souvent de se poser la question, qu'est-ce qui se passe à la maison ? Est-ce qu'il se passe quelque chose ? Est-ce qu'il y a un divorce ? Est-ce qu'il faut... Cet enfant a changé. Quand on a un enfant particulièrement perçu comme arabe, je dis perçu comme arabe avec des grands guillemets, parce que l'arabe c'est une langue, petit rappel. La plupart des personnes arabes en Belgique ne sont pas arabes, elles sont amazighes, elles sont plein de choses, mais elles sont rarement arabes, donc c'est toujours bien aussi de recadrer. Mais donc une personne perçue comme arabe, ou un enfant noir qui agit, qui s'agite en classe, où ça devient compliqué, on a tendance à se dire « Ah, il n'est pas fait pour les études. » Voilà. Et donc, du coup, on se retrouve avec beaucoup de jeunes qui sont redirigés, par exemple, sur des filières professionnelles de manière potentiellement prématurée. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas aller vers les filières professionnelles. Hein. Ça veut juste dire qu'on a une légère tendance à trier sur le volet qui est-ce qu'on voit avoir une position de pouvoir dans le futur ou pas, et ce, souvent de manière la plus inconsciente. C'est rarement les profs qui se disent « Ah, je vais encore en piéger un ». C'est vraiment, c'est souvent
principalement inconscient. Ensuite, on a le niveau structurel. Le niveau structurel, c'est le niveau macro, c'est tous les systèmes sociaux, politiques, économiques de société pris ensemble. Ça va influencer, par exemple, le logement, l'emploi. Moi, je raconte toujours cette histoire d'un recruteur avec qui j'avais eu une conversation dans le cadre de mon travail et qui me disait qu'il avait justement eu le cas récemment où il avait, à la fin, un homme noir et un homme blanc, c'est presque cliché à ce stade-ci, qui avaient plus ou moins les mêmes compétences. Et je pense, encore une fois, que mon prédécesseur a mentionné les différences de diplômes et le fait que, en fait, le fait de ne pas trouver des personnes compétentes, c'est une très mauvaise excuse. Il y a aussi une étude, j'imagine qu'il l'a mentionné, je suis arrivée un peu en retard, de la Fondation Roi Baudouin, qui a été faite sur les afrodescendants du Burundi, Rwanda et Congo en Belgique, y compris les personnes qui, du coup, sont belges de nationalité, et qui montrait que c'était des personnes qui étaient 60% diplômées, et c'est le groupe le plus diplômé en Belgique. Par contre, on est aussi 4 fois plus au chômage. Voilà, compétences, peut-être pas. Alors, par rapport à cette question d'emploi, du coup, moi je suis face à ce recruteur qui me dit oui, mais donc voilà, finalement j'ai pris la personne blanche. Je fais ah oui, pourquoi? Ça c'est ma spécialité, je me transforme en enfant de 3 ans. Donc je demande pourquoi, juste en boucle jusqu'à ce que j'obtienne les réponses. Et donc, je lui dis, ah bon, pourquoi? Il fait, c'était un job à responsabilité, enfin vraiment, c'est un haut poste, quoi. Et du coup, j'ai besoin de quelqu'un de sérieux. D'accord, et du coup, j'ai besoin de quelqu'un qui arrive à l'heure le matin, quoi. Alors, je ne vous apprends rien sur les stéréotypes raciaux et sur les clichés, sur l'idée, par exemple, que les personnes noires sont systématiquement en retard. Enfin, vous-même, vous la connaissez. L'expression consacrée, notamment en Wallonie, c'est nous, on a l'heure, eux, ils ont le temps. Figurez-vous que ce genre de petites blagues qu'on se dit parce qu'on s'aime bien et qu'on se taquine, vous voyez, ça a quand même des conséquences, des vraies conséquences. Parce qu'en fait, tous ces petits stéréotypes, ils sont semi-conscients, voire inconscients, mais ils vont quand même influencer la manière dont on agit au quotidien. Okay. Donc voilà, ça c'est un exemple de racisme au niveau structurel. Bien sûr, on peut aller aussi sur le logement. On ne veut pas louer cet appartement-là à ces gens-là parce que ces gens-là, ils font beaucoup de bruit, ils ont beaucoup de familles, ils ont de la nourriture qui sent très fort. Sur ce, j'aimerais quand même qu'on parle une seconde des moules et du fromage, qui sont quand même des nourritures qui sont quand même très très européennes et qui, à mon sens, ont quand même une odeur. Mais c'est peut-être moi qui suis sensible. Voilà. Et ensuite, il y a le niveau historique. Et bon, évidemment, là, je ne reviens pas, enfin, si je pourrais revenir sur la traite esclavagiste, sur la colonisation, sur l'histoire de manière générale. Si on parle du sexisme, sur l'ouverture des comptes en banque, la possibilité pour les femmes de travailler de manière indépendante, etc., etc., etc. Voilà. Donc, quand vous avez vos 4 critères, individuels, institutionnels, structurels et historiques, vous avez gagné le combo gagnant, vous avez droit à une oppression systémique. C'est comme ça qu'on les reconnaît. Ça permet aussi éventuellement de trier le bon grain de livret, comme on dit. Et donc, par exemple, si jamais on parle de racisme anti-blanc, est-ce que le racisme anti-blanc peut rentrer dans mon oppression systémique? Non. Est-ce que, par contre, on peut quand même subir des altercations désagréables, des agressions sur base du fait qu'on est blanc, d'avoir quelqu'un qui nous insulte, que sais-je, enfin, plutôt qui vous insulte en l'occurrence, parce que pour le coup, sur celle-là, je ne suis pas concernée. Eh bien non. En fait, il faut savoir que, historiquement parlant, par exemple, les personnes blanches n'ont jamais été discriminées parce qu'elles étaient blanches. Ce qui ne veut pas dire que les personnes blanches n'ont jamais été discriminées. C'est-à-dire qu'on peut être discriminé sur d'autres bases, par exemple parce qu'on est italien, ou parce qu'on a un handicap, parce qu'on est homosexuel, parce qu'on a... Voilà, donc ici on peut rajouter toutes les autres oppressions systémiques. Mais ce n'est pas basé sur le fait qu'on est blanc. C'est important dans les oppressions systémiques de garder en tête les dynamiques de pouvoir en jeu, les hiérarchies. D'accord ? Hop. Donc comme j'ai dit, plus qu'un concept, c'est un outil pour une meilleure accessibilité. C'est un outil de justice sociale pour identifier comment nos politiques n'atteignent pas leurs cibles. Donc c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Mais c'est aussi un outil efficace qui permet de s'attaquer aux problèmes de plus de monde en se focalisant sur des multi-minorités. C'est celle que j'appelle des licornes. Pendant très longtemps, j'avais un slide avec une licorne. Comme ça reste bien en tête. Donc imaginez une licorne pour moi, s'il vous plaît, parce que j'ai un peu regretté de l'avoir enlevée. La licorne, c'est la personne où vous vous dites « elle ne peut pas exister ». C'est la femme trans, noire, en situation de handicap qui a des enfants. Vous vous dites, oui, ok, il y en a 2 dans le monde. En fait, en vrai, il y en a beaucoup plus que ça. Mais, ok, disons qu'il y en a 2. Si jamais vous allez tacler les problèmes, tous les obstacles qui se trouvent sur le chemin de cette femme trans qui est en situation de handicap, qui est noire et qui a des enfants, vous allez tacler du même coup des situations qui arrivent à toutes les personnes qui sont des femmes, toutes les personnes qui sont trans, toutes les personnes qui sont en situation de handicap, toutes les personnes qui ont des enfants et toutes les personnes noires.
Ce qui, pour moi, est quand même un combo gagnant de nouveau. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus efficace que d'avoir des politiques qu'on crée avec cette idée de la norme en se disant, avec un peu de chance, ça va marcher pour les personnes qui ont plus d'obstacles. C'est un peu comme se dire, OK, en fait, moi, je vais prévoir toute mon administration pour des gens qui ont le code, et donc potentiellement qui ont 1 ou 2 diplômes, y compris mon accès, je sais pas moi, au CPAS ou à toutes les aides sociales. Mais si jamais vous devez, et c'est à peu près le cas, hein, si jamais vous devez parler un code spécifique dans une langue spécifique et remplir papier sur papier sur papier sur papier pour réussir à obtenir une aide sociale, peut-être que l'aide sociale n'est pas hyper accessible aux gens qui en ont le plus besoin. Voilà. Alors, hop, je continue ma promenade. Donc, c'est ce que je disais, hein, donc plus que se concentrer sur le pourquoi une personne est discriminée, on se concentre sur le comment elle est discriminée, dans quel contexte, quelles intersections sont en jeu. Comme ça nous permet d'avoir plus de critères et donc de savoir en fait finalement qui on aide et où est-ce qu'il faut aller gratter. Quelles sont les oppressions et dynamiques de pouvoir en jeu? Dynamique de pouvoir, ça peut être aussi les dynamiques de pouvoir entre la personne qui aide et la personne qui est aidée, dans le cadre du travail social par exemple. Parce qu'il faut savoir quand même quand on fait du travail social, tout d'un coup on a un pouvoir. Alors, il paraît très petit parce que souvent, on se sent un peu sans pouvoir. Hein. Là, on est bien d'accord que ça peut être très désespérant de se retrouver face à des institutions, etc., de ne pas réussir à avancer en tant que travailleur, travailleuse sociaux. Mais il y a quand même une dynamique sur le fait que quand vous ouvrez la porte et vous allez aider quelqu'un, la personne vous est entre guillemets redevable, même si vous dites que non. Il y a toute une dynamique qui se met en place. Et puis ensuite, évidemment, sur comment est-ce qu'on supprime les obstacles, comment est-ce qu'on améliore l'accessibilité. Alors, oui, comme ça je vois un peu où j'en suis. Alors aussi, dans la notion d'intersectionnalité, c'est important de garder en tête la place des minorités. C'est-à-dire que ça n'a jamais été un texte écrit par les aidants pour les autres. Ça a toujours été écrit par les personnes concernées. C'est un combat de personnes concernées pour les personnes concernées. Donc comment est-ce qu'on fait pour utiliser l'intersectionnalité dans des associations où ce n'est pas toujours le cas en fait? Alors déjà, donc comme je disais, c'est un outil issu des marges pour les marges. Pour utiliser l'outil, il faut aller chercher les expertises là où elles se trouvent, chez les personnes concernées. Il y a des petites choses auxquelles on ne peut pas penser quand on n'est pas concerné. On n'est pas censé avoir le savoir absolu. Hein. Donc c'est pas mal quand même d'avoir les personnes concernées à table. C'est un peu ce que disait de nouveau mon prédécesseur. Et il n'est pas non plus question de faire à la place de et sans. Hein. C'est un outil qui est radical et militant. C'est un outil de justice sociale. Et comme toujours, moi je demande toujours aux gens de se poser la question avant de se dire « Ah oui, c'est bon, on adopte. Est-ce que vous voulez vraiment une justice sociale ?» C'est le projet dont parlait aussi mon prédécesseur. J'essaie de faire des liens, hein, mais c'est ce projet, c'est est-ce que si jamais on veut une justice sociale, ça veut dire qu'on va devoir faire s'écrouler certaines hiérarchies. Alors l'exemple que je donnais à des élèves de secondaire cette semaine, c'est la question de la discrimination au logement. Imaginons que pour pouvoir avoir accès à un logement, vous devez absolument porter un pull blanc. Alors c'est super, dans cette pièce, il y a quelques personnes qui ont droit au logement. Allez, on va mettre le gris dans la technicalité. Voilà. Donc, allez, j'ai peut-être 3-4 personnes qui ont accès à ce logement. Et c'est bien, en fait, c'est sympa, parce que du coup, il ne faut pas trop se battre, la compétition est plus basse. Si maintenant, tout d'un coup, on fait disparaître les discriminations et qu'on part du principe que cet appartement est disponible à tout le monde, ben, la compétition, elle vient juste de quintupler au moins. C'est-à-dire que maintenant, il y a beaucoup plus de personnes en lice pour cet appartement. Alors, ça veut dire qu'on perd des privilèges. Ça ne veut pas dire que c'est comme une tarte et que si jamais on donne plus de droits à certaines personnes, les autres en perdent un. Mais voilà, mais ça aussi, je vais revenir dessus sur la question de la blanchité. Donc, les obstacles principaux à une approche intersectionnelle en Europe francophone, hein, c'est d'abord le fait que c'est un texte féministe et que donc, du coup, il s'agit de reconnaître à la base qu'il y a des inégalités. Et ça peut déjà être parfois un problème de reconnaître que le sexisme, c'est réel, que le racisme, c'est réel, etc., etc. Ensuite, il y a la notion de race. Et je vais vous parler après ça que de la notion de race. Il y a la place des minorités, de manière générale, c'est celle que je viens juste de dire, le fait que les personnes qui sont minorisées dans peu importe sur quelles intersections, sont les personnes qui sont censées mener, savoir comment elles veulent s'auto-aider, et pas qu'il y a à chaque fois une approche du haut vers le bas de « je sais ce dont tu as besoin et je te donne ce dont tu as besoin ». C'est parfois très compliqué dans des dynamiques quand même où on a une histoire coloniale, où il y a toute une culture partagée de l'idée générale en Europe que le Sud global a besoin d'aide. Et qu'en tant qu'Européens, on sait ce dont ils ont besoin.
Donc, on peut aller les aider parce que nous, on sait ce dont ils ont besoin, parce que clairement, chez nous, c'est mieux que chez eux. Voilà. Et dit comme ça paraît immense, mais en même temps, c'est quand même quelque chose qui, je suis sûre que vous pouvez quand même régulièrement vous le dire, on a une tendance à infantiliser, par exemple, des personnes qui viennent demander de l'aide, des personnes qui demandent l'asile, par exemple, etc., en se disant « Ah oui, mais bon, c'est comme… » Moi, j'ai déjà entendu chez des travailleurs sociaux des phrases du genre « Ah oui, mais en vrai, c'est comme des enfants. Hein. » Tout leur dire. Enfin… Puis il faut vraiment insister parce qu'ils sont tout le temps en retard. Et là, évidemment, ça fait un peu la petite blague de tout à l'heure, mais en même temps, c'est quelque chose qui revient beaucoup sans du tout regarder le contexte. Je ne dis pas que les personnes ne sont jamais en retard, mais par exemple, j'ai travaillé pas mal dans le contexte des demandes d'asile. Si jamais vous avez une personne qui est en demande d'asile qui arrive en retard, il faut quand même visualiser parfois le parcours du combattant, ne fût-ce que pour arriver jusqu'à vos bureaux. L'autonomie qui est quand même fort limitée, etc., qui fait que, ben oui, parfois, vous avez des embouteillages, ben, le reste du monde aussi, et ils ne sont pas toujours sous forme de voitures sur la route. Donc voilà. Et le dernier point qui peut être très difficile en Europe francophone, c'est la soi-disant opposition à l'universalisme. Si jamais vous avez des questions là-dessus, je propose qu'on les garde pour les questions après, parce que moi, je vais me concentrer sur mon point numéro 2. C'est pour ça que j'ai été engagée. On va parler de race et surtout de blanchité. Mais on peut difficilement parler de la blanchité sans parler de race. Donc voilà, la race, disais-je. Donc c'est quoi la race ? Parce que dans l'intersectionnalité, la notion de race est centrale. C'est littéralement là, hein, race, puis féministe noire. C'est dans le titre, et donc on ne peut pas juste évacuer le concept central, même si on n'aime pas. Et puis comme on parle aujourd'hui de racisme, c'est quand même peut-être intéressant de revenir sur c'est quoi le racisme et sur quoi ça se base. Alors, c'est quoi le racisme ? Je crois que vous l'avez vu et revu ce matin, c'était le sujet, donc je ne vais pas m'étaler là-dessus. Petite prise de température, je vais quand même vous demander de participer pendant une fraction de seconde. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, lever la main très très haut si jamais vous êtes super à l'aise, au mieux si jamais vous êtes moyennement à l'aise, et vous gardez vos mains sur les genoux si jamais vous n'êtes pas du tout à l'aise, avec le mot race. Qui est à l'aise avec le mot race ? Que j'ai déjà dit à peu près 200 fois, et donc si jamais vous n'êtes pas à l'aise, vous avez les dents qui grincent un petit peu. Okay. Pas mal de gens qui sont moyennement à l'aise, beaucoup de moyennement à l'aise, 1 ou 2 personnes très à l'aise, moyennement à l'aise. Ok, super, merci beaucoup. Alors, je ne vais pas vous demander si vous avez l'habitude d'être décrite par votre appartenance à un groupe racial ou ethnique, parce que j'imagine, je connais déjà la réponse, pour beaucoup de personnes ça va être non, pour certaines personnes ça va être ben oui tous les jours. Alors, c'est quoi la race ? Les races biologiques, ça n'existe pas. On le sait, ça fait depuis au moins les années 80 qu'on le sait, il n'y a qu'une seule race, la race humaine, blablabla. Biologiquement. Et c'est vrai, hein, il y a plus de points communs entre l'ADN d'une personne blanche au Brésil et une personne noire au Brésil que d'une personne noire au Brésil et une personne noire au Nigeria. Donc voilà, c'est clair qu'au niveau… il n'y a pas non plus de différence de taille de crâne, tout ça, ce sont des inventions coloniales. À l'époque où la science était moyennement scientifique. Et puis, par contre, les races sociales… Ça existe. Et les races sociales, c'est une construction sociale de la même manière que le genre. Dans le sens où, en fait, votre cerveau, il a besoin de construction sociale. Il a besoin de ranger les gens dans des cases. On aime bien se dire, moi, je vois pas les couleurs, ou non, mais moi, je traite tout le monde de la même manière, mais c'est pas vrai. Vous avez besoin de ça. Pourquoi vous avez besoin de ça ? Parce que si jamais vous n'avez pas de script sur comment vous allez interagir avec les personnes que vous rencontrez toute la journée, à 9h du matin, vous êtes de retour dans votre lit. C'est épuisant de devoir inventer une nouvelle manière de communiquer avec tout le monde à chaque seconde. Un exemple très concret de ça qui est indéniable, vous ne traitez pas de la même manière un enfant de 2 ans et une personne de votre âge ou une personne âgée. Enfin, une personne un peu plus âgée, parce que on sait bien que dans notre société, on a une vive tendance à traiter nos aînés un peu comme des enfants aussi. Et donc voilà. Mais imaginons, personne de 2 ans et votre collègue. Vous ne dites pas à votre collègue qui revient de sa pause de midi « Alors, elles étaient bonnes tes tartines ? C'était bon, hein ? C'est pas comme ça qu'on communique entre adultes. Et comment est-ce que vous le savez ? Parce que c'est comme ça que vous avez été élevé, on vous a appris, on vous a socialisé à communiquer différemment avec les enfants et les adultes. Ok ? Mais en fait, on fait ça avec toutes les autres catégories, aussi simplement parfois pour survivre. Et c'est ok, c'est pas grave. On ne va pas s'autoflageller parce qu'on range les gens dans des cases. Le problème, ce n'est pas le fait de ranger des gens dans les cases, le problème, c'est les attributs qu'on colle à ces personnes dans la case et comment est-ce qu'on agit avec ces personnes après. Alors, est-ce qu'on pourrait utiliser un autre mot que le mot race, s'il vous plaît ? Ça, c'est une question qu'on me pose souvent. Alors, qu'est-ce qu'on utilise en Belgique quand on veut parler de race et qu'on ne veut pas dire le mot race ? On parle d'ethnicité, parfois on parle d'origine, on parle de ?
On parle de classe. Alors ça, c'est sympa, parce que quand on parle de classe à la place de race, c'est même plus un euphémisme, on parle carrément d'un autre sujet. Mais on l'utilise parfois comme un synonyme, alors que pas du tout. Alors, pourquoi est-ce que je dis non? Désolée, je vais vous répondre non à cette question. Non, on ne peut pas utiliser un autre mot que le mot race. Parce que la race, ça a une définition. La race, c'est tout ce qui est... C'est une construction sociale qui est basée sur la couleur de peau et le phénotype. Le phénotype, ça va être la forme de votre visage, la forme de votre corps, la texture de vos cheveux. En gros, pour vous donner un exemple très visuel, si jamais vous connaissez quelqu'un, si vous avez un ami, une amie qui est noire mais a de l'albinisme et qui donc du coup est une personne albinos, cette personne potentiellement, elle est blanche, elle a peut-être les cheveux blonds, elle a peut-être même les yeux bleus, mais à la fin de la journée, vous savez que cette personne est noire. C'est vrai ou c'est pas vrai? Ok. Cool. Donc ça, c'est la question de la race. La race, ça se base sur aucun fait, ça se base purement sur du visuel. Okay. Ensuite, on a l'ethnicité. L'ethnicité, ça fait référence à des facteurs culturels. Ce sont des groupes qui ont des traditions culturelles, nationales, régionales, linguistiques communes. Et alors, flash info aussi, l'ethnicité, c'est pas que dans le Sud. On a des ethnicités aussi en Europe. Voilà, plein d'ethnies en Europe aussi. Et donc, en fait, dans le cadre du racisme en Europe, c'est principalement pas pertinent, cette question d'ethnicité. Tout simplement parce que moi, si jamais je suis discriminée sur base de mon ethnicité, soyez sympa, dites-moi ce que c'est, ça fait des années que je cherche, vous ne savez pas. Il faut un fait pour discriminer sur base d'une ethnicité. Le seul groupe qui a à la fois une ethnicité et une race, ce sont les personnes roms. Personnes roms qu'on oublie constamment du discours antiraciste en Europe, sauf au niveau européen, où c'est le seul endroit où on en parle, et alors du coup, on ne parle que des personnes roms. C'est un peu un jour, on va réussir à avoir une bonne moyenne et réussir à visibiliser tout le monde, et ça va être super. Demain. Donc ça, c'est la question d'ethnicité. Ensuite, il y a l'origine. Parfois, on aime bien dire l'origine. Moi, si jamais vous regardez ma carte d'identité, vous n'avez aucune idée de quelle est ma racialisation. Chez certaines personnes, ça se voit, chez d'autres, pas du tout. Parce que, en fait, on a tous... vous connaissez l'histoire, vous savez qu'il y a des personnes qui peuvent être belges et avoir différentes discriminations et peuvent être racisées. Et pourquoi est-ce que je dis que c'est important, ça? C'est parce qu'en fait, du coup, quand on fait des chiffres, enfin, du moins, si un jour on arrive à faire des chiffres et à faire de la recherche, et jamais on se base uniquement sur l'origine, vous allez oublier, vous allez invisibiliser plein de personnes dont l'origine n'a pas nécessairement l'air racialisée, mais qui sont quand même des personnes racisées. D'accord? L'origine, c'est le lieu de naissance ou d'origine d'une personne dans le cadre d'une migration nationale ou internationale. Pour information, un migrant ou une migrante, c'est une personne qui a quitté son lieu de résidence habituelle pour un autre, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur de frontières nationales, pour quelque raison que ce soit. Donc si jamais vous êtes de Arlon originellement et vous habitez à Bruxelles, vous êtes un migrant. Bienvenue. Si jamais vous avez quitté votre pays, parce que je sais pas, vous êtes français-française et vous êtes venu travailler en Belgique, vous êtes une migrante aussi. Alors on aime bien faire une ligne de couleur entre les migrants et les expats, mais à la fin de la journée, en fait, tous ces gens rentrent dans le même cadre de la migration, d'après l'Organisation internationale pour la migration, qui est une des branches de l'ONU. Et ensuite, il y a la religion. Et je mets la religion à part aussi, parce que moi, on m'a déjà dit « Oui, mais Aïda, tu parles des Noirs, des Blancs et quid des Juifs ?» Alors, on peut être juif et blanc, on peut être juif et perçu comme asiatique, on peut être juif et noir, il y en a beaucoup, notamment en Éthiopie, et ces personnes subissent à la fois de l'antisémitisme et du racisme anti-noir, parfois même de leur propre groupe. Donc bon, ces personnes existent, ce serait bien de ne pas les invisibiliser. Et pour rappel aussi, la plus grande population musulmane du monde se trouve en Indonésie, et donc du coup, c'est peut-être pas ce qu'on visualise quand on dit les musulmans, ce grand groupe très vague et très menaçant qu'on ne sait pas très bien qui c'est. Les musulmans, ça ne veut rien dire. On a des musulmans blancs, on a des musulmans de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, c'est comme les pubs United Colors of Benetton. Donc voilà, donc ce ne sont pas des synonymes, et pourquoi est-ce que je le dis? C'est parce que tout le monde a une race, une ethnicité, une origine, une religion, une absence de religion. D'accord? Et donc, du coup, tout ça, ça fait intersection chez chacun et potentiellement peut amener différents obstacles. Hop. Donc, quand il n'y a pas de nombre, un problème, on ne peut pas voir et donc on ne peut pas le résoudre. Merci Kimberly Crenshaw pour cette phrase. En Europe, la race, historiquement, c'est un concept scientifique. Est-ce que vous connaissez Carl von Linné? Est-ce qu'il y a des anciens profs de sciences ici? Non? Ok, vous connaissez tous Carl von Linné, en fait. Certainement, si à un moment vous avez eu des cours de sciences, parce que c'est lui le monsieur qui a fait l'arbre entre le vivant, pas le vivant, et puis ensuite dedans on a l'animal, le végétal, les vertébrés, les invertébrés. Vous voyez cet arbre? Ah, voilà, petit retour en cours de sciences. Je devrais être sponsorisée par les profs de sciences de 3e secondaire. Voilà. Eh bien, Carl, il ne s'est pas arrêté juste à tous nos mammifères, nos poissons et tout ça.
Dans les mammifères, chez l'Homo sapiens, il a aussi mis des races. Voilà, et il a mis 5 catégories. Alors, les catégories, ça va être les blancs, les jaunes, les rouges, les noirs et Monstruosus, le monstre. Dedans, vous allez trouver le Yéti et l'homme à tête de chien d'Afrique, parce qu'en fait, il faut quand même se rappeler qu'on est au XVIIIe siècle, et qu'au XVIIIe siècle, la plupart des gens croient autant aux licornes qu'aux girafes, parce que la plupart des gens en Europe n'ont vu ni l'un ni l'autre. Peut-être même qu'ils ont vu un crâne de licorne à une exposition, ça arrive. Voilà. Parce qu'on aimait beaucoup faire des faux à l'époque. Voilà, ils se sont beaucoup amusés avec des crânes. Bref. Donc dans sa 10e édition du Systema Naturae, dans la moitié du XVIIIe siècle, il écrit ces magnifiques critères. Et alors là, je vais vous demander de faire attention à plusieurs choses. Donc il va décrire le blanc européen comme étant léger, sage, inventeur. L'asiatique fauve, maintenant qu'on dirait jaune, parce qu'en fait on n'utilise plus tellement le terme fauve pour décrire des couleurs, sauf une saison sur 6 dans la mode, mais ça c'est un autre sujet. Sévère, hautain, cupide, avare, mélancolique. Ensuite, vous avez le rouge américain, qui est inflexible, gai, libre, colérique. Puis le noir africain, pas le noir américain, le noir africain, qui est fourbe, léthargique, négligent, flegmatique, paresseux. Bon, déjà, première chose, tous ces termes, on est en 2022. Ça fait quand même un bout de temps qu'il l'a écrit, son livre Karl, et ça fait un bout de temps qu'il est mort aussi. En attendant, ce sont quand même toujours des connotations, des stéréotypes qui restent relativement familiers. On les a déjà entendus, ils ont été présents dans les films de votre enfance, et parfois même dans les films pas de votre enfance, et ça c'est encore plus problématique. Mais alors ce qui est aussi important dedans, c'est de regarder les couleurs qu'il a choisies. Donc il n'a pas choisi des couleurs au hasard. Moi je ne connais pas de personne blanche qui soit blanche. Hein, et je ne connais pas non plus beaucoup de personnes noires qui soient noires comme mon fond là. De même que je ne connais pas beaucoup de personnes jaunes, vraiment jaunes, ou de personnes rouges. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des personnes des Premières Nations américaines. Pas exactement rouges comme les fauteuils sur lesquels vous êtes assis. Mais toutes ces couleurs, elles ont une signification. Historiquement parlant, dans les cultures européennes, elles ont toutes une symbolique. Et cette symbolique, elle est importante. D'accord ? Le blanc, c'est la pureté, c'est le paradis, c'est l'innocence. D'accord ? Le jaune, c'est lié à la théorie des humeurs. Donc à l'époque, on part du principe que tous les fluides à l'intérieur de votre corps sont responsables pour tout ce qui vous arrive de négatif. Hein ? C'est l'époque où on saignait les gens quand il y avait quelque chose qui n'allait pas. Premier réflexe, ok, on va vous retirer un peu de sang, c'est que vous faites du mauvais sang, ça ne va pas. Dedans, la bile, qui est donc jaune, c'est tout ce qui est amer, ça vient du foie. Donc l'idée d'avoir quelqu'un d'acariâtre, d'amer qui va venir vous poignarder dans le dos, c'est ça. Rouge, évidemment, pour le sang, hein, on dit hot-blooded, donc colérique, qui a des coups de sang. Et puis noir pour les ténèbres, l'enfer, le mal, enfin bref, voilà. Il était très original. Particulièrement sur le rouge et le colérique dans la même phrase, il faut quand même lui donner un bon point à Karl, il a été cherché loin. Voilà. Donc ça, c'est vraiment les deux choses, c'est déjà vous dire que ce sont des constructions, ça a été inventé. Ce livre-ci, il a été partagé à travers l'Europe parce que le hobby principal des hommes de bonne famille qui avaient fini leurs études, donc bonne famille, donc de classe supérieure, hein, au XVIIIe siècle, c'était de faire le tour du monde, à savoir principalement le tour de l'Europe et puis des premières colonies, parce que XVIIIe siècle, le monde, il est petit. Et d'aller partager sa science. Et cette science, du coup, elle s'est partagée chez toutes les personnes que j'appelle eurodescendantes, parce que jamais on parle des personnes afrodescendantes. Ça serait quand même pas mal aussi de parler des personnes eurodescendantes, à savoir également dans les Amériques, en Australie, en Afrique du Sud et dans tout le reste du continent africain d'ailleurs. Voilà. Est-ce que jusque-là, tout va bien ? Cool, parfait. Si vous avez des questions après, on peut aller sur les questions. Hein. Hop. Il me reste combien de temps ? Il reste 15 minutes. 15 minutes. Je devrais m'en sortir avec 15 minutes. Super. Alors, du coup, les stéréotypes raciaux, c'est important de garder en tête que, bon, ils vont de l'infantilisation à la déshumanisation. Et non seulement ils ont une histoire, ils ont été construits, mais ils ont aussi une fonction. Et cette fonction, généralement, c'est d'excuser, c'est de donner des bonnes excuses. Ça va permettre de justifier des comportements et des attitudes des groupes dominants qui seraient autrement perçus comme négatifs. Par exemple, l'idée de dire que les personnes noires seraient paresseuses. Quand vous allez coloniser tout un continent, ou un pays qui fait, 80 fois la taille du vôtre, par exemple. Je pense à Léopold, qui n'a pas du tout vu grand. Quand il colonise le Congo, par exemple, il arrive avec sa Bible à la main, ou plutôt il envoie tous ses missionnaires avec leur Bible à la main. Ce sont quand même des gens qui sont persuadés d'être les gentils. C'est comme ça qu'on se décrit. Mais en attendant, comment est-ce qu'on fait pour justifier quand on est gentil ?
d'arrêter des personnes, de les forcer au travail, toutes les violences sexuelles aussi qui viennent avec, toutes les violences de genre. Comment est-ce qu'on fait pour justifier tout ça quand on est quand même, c'est les mêmes personnes qui ont un code hyper strict en Europe, hein. 19e siècle, en termes de bonnes mœurs, c'est quand même très très strict l'Europe. Je veux dire, enfin, au début du XXe siècle, la robe arrive au-dessus de la cheville et ça devient officiellement un scandale. Donc c'est ces gens-là dont on parle. Donc, ils débarquent dans des pays où il y a principalement des personnes noires. Comment est-ce qu'on fait pour justifier de les mettre au travail? Ah, mais que voulez-vous? Ces gens sont paresseux. Si jamais ils sont paresseux, ils ne travaillent pas. Le travail, c'est la porte du paradis. Du coup, je leur rends service, en fait. Et au passage, je m'en mets plein les poches. Mais je leur rends service, en fait. Et toute cette idée-là, on pourrait me sortir n'importe quel stéréotype racial. Ils ont à chaque fois en fait des liens avec toutes ces justifications pour pouvoir permettre finalement une exploitation capitaliste, parce que finalement le premier bénéfice du racisme, c'est quand même l'argent, hein, et c'est le capital, mais ça va être aussi l'accès aussi bien à des questions de capital pécunier que des questions d'accès à la culture, d'accès à l'éducation. En fait, finalement, on parle toujours d'accès. Ça va? Je ne vous ai pas encore perdu? Cool, super, parfait. Donc la racialisation, parce que je n'aurais pas parlé de raciser, etc., c'est un processus par lequel les caractéristiques sociales et des rangs sociaux sont attribués à des personnes partageant des caractéristiques. J'ai mis biologique entre parenthèses parce qu'à la base, alors on parlait principalement de race, mais c'est vrai que par exemple, la religion est racialisée. Hein, ce grand groupe des musulmans qui est un peu flou. Hein, sachant quand même que 90% de ce groupe des musulmans, c'est des femmes. Hein. Donc c'est une violence déjà intersectionnelle parce qu'on parle vraiment d'une violence genrée. La plupart des victimes d'islamophobie en Belgique sont des femmes qui portent le foulard. Voilà. Alors, racialisation, moi j'aime beaucoup le mot, et le mot racisé, parce que ça montre que ça ne se fait pas dans un vide, ce n'est pas un état de fait, il y a un processus. Si jamais il y a des personnes racisées, c'est qu'il y a des personnes qui les ont racisées. D'accord ? Et tout le monde est racisé, mais pas dans un vide. C'est-à-dire moi toute seule dans mon salon, je ne suis pas plus racisée que dedans que dehors. C'est face à d'autres qu'on me met une étiquette. C'est face à d'autres qu'on me range dans des boîtes. D'accord ? Et il y a des personnes qui sont racialisées de manière positive et des personnes qui sont racialisées de manière négative. Selon chez l'échelle de Carl von Linné, en allant du coup du plus foncé en termes de négatif au plus clair pour les personnes blanches en termes de positif. Ça, c'est quelque chose qu'on voit même au sein des communautés racisées, même au sein des populations noires. C'est la question, par exemple, du colorisme, où on part du principe que plus les personnes sont claires, plus elles sont acceptables, désirables, etc. Et plus elles sont foncées, moins elles ont droit à l'humanité, finalement. D'accord ? Et c'est quelque chose qu'on voit, du coup, à travers toute l'échelle. Et donc, ça crée évidemment des dynamiques. Mais donc là, j'ai parlé des autres. Hein. Pourquoi est-ce qu'on est obsédé par la race? C'est comme ça que pourrait s'appeler mon slide. Hein. Pourquoi est-ce qu'on est obsédé de la race? Pourquoi est-ce qu'on parle de racialisation tout le temps? C'est parce qu'on n'échappe pas à la racialisation. D'accord? C'est une constante. Donc là, je vous ramène à la théorie des stigmates sociaux de Goffman, très simplifiée. Donc un stigmate, c'est un attribut, un comportement, une réputation qui est discréditante dans la société et qui classe les porteurs comme indésirables par les autres. D'accord ? Et il y a deux grands types, ils ont un peu deux couleurs, ces stigmates. Il y a le stigmate discrédité, c'est-à-dire celui qui a déjà été discrédité, celui qu'on voit, c'est le nez au milieu de la figure. Et puis il y a le discréditable, c'est celui qui est inconnu et peut être caché. Donc les discrédités, par exemple, là, la race tombe dedans 9 fois sur 10. C'est-à-dire que moi, je rentre dans une pièce, vous savez que je suis noire, le seul moyen qu'on ne voit pas que je suis noire, c'est qu'il fasse tout noir, et même comme ça, vous pourriez encore m'entendre. Parce que finalement, il y a aussi une racialisation de la voix, donc vous pourriez même encore dire... Elle est peut-être, et ça c'est le geste pour dire, c'est comme ça que les gens qui n'osent pas dire noir me disent que je suis noire. J'ai une collègue comme toi, elle change souvent ses cheveux. Et alors le discréditable, c'est celui qui nécessite un coming out. D'accord ? Donc, par exemple, mon orientation sexuelle, vous pouvez vous dire, là, vous m'avez regardé, vous avez froncé les sourcils, vous pouvez voir ma coupe de cheveux, vous êtes là, ça c'est le geste pour l'orientation sexuelle, du coup. C'est toujours les mêmes gestes qu'on me fait, moi, voilà. C'est pour les gens qui sont un peu mal à l'aise. Mais quoi qu'il en soit, si jamais vous me voyez, vous allez vous dire, celle-là, elle est un peu... Mais vous n'avez pas de preuve tant que je ne vous l'ai pas dit. Si jamais je vous dis, je suis lesbienne, bim, coming out, mon stigma discrédité, c'était mon stigma discréditable, je l'ai dit. J'ai le droit de ne pas le dire. D'accord ? Bon, ça ne veut pas dire que discrédité difficile, discréditable simple. Hein, parce qu'il y a plein de stigmates là-dedans qui peuvent être particulièrement pénibles de les avoir de manière discréditable.
C'est-à-dire qu'on a un choix, mais ce choix aussi, pensons par exemple au handicap, vous utilisez une chaise pour vous déplacer, stigmate discrédité. On voit que vous êtes porteur, porteuse de handicap. Ça peut venir avec plein de trucs très très chiants, par exemple des gens qui vont râler si à un moment vous vous levez, parce que c'est bien connu qu'une personne qui utilise une chaise ne peut jamais être debout. Ça peut avoir plein de conséquences extrêmement négatives, mais c'est visible. D'accord ? Par contre, vous avez une maladie chronique, avec des douleurs chroniques. D'accord ? Vous êtes assis dans un bus, quelqu'un de plus âgé que vous débarque et fait « Vous pourriez quand même laisser votre place à quelqu'un de plus vieux, oh là là, la jeunesse de nos jours, elle est vraiment trop paresseuse, blablabla. » Ben vous voilà dans la situation très inconfortable de devoir soit vous lever et souffrir en silence, soit devoir faire un coming out médical dans un bus. Ce qui n'est pas nécessairement souhaitable non plus. Donc voilà, pour nuancer un peu, le stigmate, c'est pas parce que c'est discrédité que c'est toujours plus difficile, mais c'est pour ça qu'on est obsédé par la chose, parce qu'en fait, on ne peut jamais s'en débarrasser. Moi, je peux jamais sortir de chez moi un jour en décidant qu'aujourd'hui, je vais être plutôt une femme, ou plutôt noire, ou plutôt lesbienne, et donc, vous allez être gentil, mais vous allez vraiment... Aujourd'hui, je ne prends que le sexisme. Tout le reste, ça attendra demain, quoi. Les jours pairs. Donc voilà. J'espère que ça, c'est clair. Hop. Et donc, du coup, j'arrive à la blanchité. La blanchité aussi, c'est une identité construite. C'est-à-dire que Karl, il nous a mis des étiquettes sur tout le monde. Il a aussi mis des étiquettes sur les personnes blanches. D'ailleurs, je ne sais pas si vous vous rappelez, il avait une super barbe. Si jamais vous regardez mon slide ici, je vous ai littéralement mis le chevalier blanc, avec son armure et son cheval. Voilà, parce qu'il y a plusieurs critères principaux à cette construction. Hein. C'est toujours partir du principe déjà que les personnes blanches sont innocentes jusqu'à ce qu'on prouve le contraire, ce qui n'est pas nécessairement donné à toutes les autres personnes. Ensuite, évidemment, il y a la question de l'individualité. Si Kevin est blanc, Kevin est en retard, c'est parce qu'il n'a pas entendu son réveil. Voilà, c'est juste lui. Ce n'est pas tout le groupe. On se dit jamais, ah non, mais moi je vais arrêter d'engager des blancs parce que Kevin il est en retard tout le temps. Ça, c'est pas quelque chose qu'on se dit. Et puis alors la question de l'innocence, de la bonté, tout ça, de la neutralité. C'est ma norme de tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on n'a rien dit, c'est normal. D'accord ? Et en fait, le groupe des personnes blanches, déjà je suis assez sûre que parmi vous, parmi les personnes blanches qui y a ici, vous n'avez pas l'habitude d'être référés comme faisant partie d'un groupe, des blancs. Quand c'est le cas, ça sonne un peu comme une insulte d'ailleurs, parce qu'on n'a pas l'habitude, on est genre, ouf. De quoi tu parles? Je ne suis pas un blanc, moi c'est Kevin en l'occurrence. Enfin, je l'ai appelé Kevin, je pourrais l'appeler Gontran, hein, je peux lui donner d'autres noms. Mais voilà, bref, c'est un groupe privilégié qui s'ignore en tant que groupe, mais se défend. Alors j'ai un exemple assez concret. Est-ce que vous connaissez l'histoire, j'ai l'impression de vous raconter un conte, il était une fois, l'histoire de Amy Cooper, Christian Cooper et le chien? C'est une histoire vraie qui aurait pu devenir tragique. Ça s'est passé dans Central Park le 25 mai 2020, qui est aussi le jour où George Floyd a été assassiné aux États-Unis. Donc on est aux États-Unis. Leur nom en commun, c'est juste une question d'histoire esclavagiste. Ils ne sont pas liés du tout. Ils ne sont pas du tout de la même famille. Et donc d'un côté, vous avez Amy Cooper. Normalement, je vous montre une vidéo, mais je n'ai pas le temps dans ce genre de questions. Vous avez Amy Cooper, donc, qui est une femme blanche qui est dans Central Park avec son chien. Elle est dans une zone de Central Park où les gens vont pour observer les oiseaux. Christian Cooper, qui est un homme noir, et gay en l'occurrence d'ailleurs, vient observer les oiseaux. D'accord ? Et il demande à Amy Cooper de mettre son chien en laisse, vu que c'est une zone dans laquelle il faut garder les chiens en laisse parce que la faune, la flore, tout ça. Okay ? Et là, s'ensuit une altercation que, si jamais vous comprenez l'anglais, je vous invite tout à fait à aller googler, à aller regarder la vidéo, c'est édifiant, de cette femme, du coup, qui est une femme blanche, qui commence à lui dire « Restez où vous êtes, si jamais vous continuez à me dire quoi que ce soit, j'appelle la police. Je vais appeler la police et leur dire qu'un homme afro-américain est en train de m'agresser. » Elle sait exactement ce qu'elle est en train de faire. Elle est en train de le menacer, d'appeler la police, sur base que c'est un homme afro-américain. Si jamais elle avait dit « un homme est en train de m'agresser », tout le monde aurait imaginé un homme blanc, hein, de nouveau. On ne l'a pas décrit. Un homme afro-américain, on commence à être déjà très précis dans la description. Et du coup, il la filme. Et il la filme pendant qu'elle fait ça. Et elle commence à monter dans les tours, à s'énerver de plus en plus, tout en tirant son chien par le col, enfin par le collier en l'occurrence. Et elle appelle la police, elle fait « Allô, la police, il y a un homme afro-américain qui est en train de m'agresser dans Central Park. » On a ce monsieur qui est là, genre, je suis là, je suis en train de te filmer, il y a 3 mètres entre nous, je n'ai rien fait. Mais ok, faites. Et bon, alors, dans ce cas-ci, ça s'est bien terminé pour Christian Cooper parce que la police n'est pas venue, on n'a pas arrêté. Par contre, elle a été
accusée et puis elle a eu un procès sur le fait qu'elle avait fait une fausse description, une fausse plainte à la police, etc. Je pense même qu'elle a perdu son emploi après ça, mais enfin le moment n'est pas le moment où on se dit « Oh, la pauvre ». C'est important du coup de voir ce qui s'est passé. Et en fait, ce qui s'est passé après ça, ce qui est très très intéressant, je ne sais pas, les personnes qui se rappellent de l'histoire, il y a personne qui se rappelle de l'histoire ? Non ? Ah, c'est fou comme on oublie vite quand même. Mais du coup, parmi les personnes qui sont au courant de l'histoire, vous savez peut-être ce qui s'est passé après sur les réseaux sociaux, les commentaires qui ont eu, et c'est là que je viens à la blanchité. Pendant toute la vidéo, madame, elle s'énerve et donc elle tient son chien par le collier et puis elle le tire de plus en plus et donc ce chien commence à japper un petit peu, etc. La plupart des commentaires sont « Oui, mais en même temps, elle ne va pas bien, vous avez vu comment elle traite son chien ». D'ailleurs, une des premières choses qui a eu lieu, c'est qu'on lui a pris son chien. Elle a pu le récupérer la semaine suivante, mais on lui a pris son chien. Et ça a été le point sur lequel la plupart des personnes blanches qui ont réagi à cette vidéo se sont attachées. Pourquoi ? Parce que, on ne peut pas nier le fait qu'elle ait fait quelque chose de mal et de raciste. Par contre, ce qu'on peut nier, c'est qu'elle fait partie du groupe des Blancs classiques. Donc on a été lui trouver le petit point qui fait d'elle quelqu'un qui n'est pas la même que les autres. Donc elle a utilisé son privilège de l'innocence blanche, oui, désolée, donc plus particulièrement celle des femmes, à des fins offensives. Il y a un livre d'ailleurs qui s'appelle White Innocence pour les personnes qui parlent anglais, qui existe aussi en néerlandais, de Gloria Wekker, qui est extrêmement intéressant là-dessus, sur cette idée justement que les personnes blanches sont innocentes. C'est littéralement la figure, ou plutôt métaphoriquement, la figure du petit chaperon rouge. Vous voyez, il y a une petite fille blanche qui pleure, on se dit oh, « Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe, ma chérie ? On va t'aider. » Et donc, elle se met à pleurer au téléphone, on se dit « Ouh là 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 là, c'est quelque chose de très grave. » Surtout s'il y avait une personne afro-américaine de l'autre côté. Donc, du coup, elle a utilisé son privilège à des fins offensives. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un dédouanement collectif. Et on fait ça, par exemple, avec le terrorisme. Vous savez, là aussi, il y a une couleur. C'est comme les expats et les migrants. C'est-à-dire que quand vous avez un acte de terrorisme qui est fait par quelqu'un qui est perçu comme arabe ou comme noir, c'est un terroriste. Voilà, c'est ça. Ils sont à nos portes. C'est la fin du monde. Par contre, vous avez une personne blanche qui se met sur le toit d'un building et qui commence à tirer dans la foule. C'est un malade. C'est un malade, c'est un fou, il y a une question de santé mentale. Or déjà, c'est doublement violent, cette vision-là, parce que déjà, ça implique que les personnes qui ont des problèmes de santé mentale sont des assassins et sont dangereux. Or, il y a énormément de personnes qui ont des soucis de santé mentale qui ne tuent pas des gens, qui ne vont pas dans les écoles, qui ne deviennent pas des serial killers. Je ne cite que les tops des statistiques où on me dit qu'il y a 90% d'hommes blancs qui font partie de ces populations. Enfin, plutôt que la plupart des serial killers sont des hommes blancs, etc. Mais voilà, on ne se dit pas ça. On se dit c'est une personne différente, elle a des soucis de santé mentale. Ça, c'est la première violence. La deuxième violence, c'est partir du principe que du coup, les personnes racisées, elles n'ont pas de santé mentale. Et ça, c'est une idée qui est aussi purement coloniale. Parce que pour avoir une santé mentale, vous savez ce qu'il faut avoir ? Un esprit. Il faut être capable de penser. Et ça, à partir du moment où vous avez déjà enlevé ça, c'est une déshumanisation profonde. Donc voilà, dédouanement, c'est un des exemples par lequel le groupe, tout d'un coup, se rappelle qu'il est un groupe et ne veut pas dire non, il a fait ça parce qu'il est raciste et qu'il y a un vrai problème de racisme dans les populations blanches. Non, non. La réponse, c'est il a fait ça parce qu'il a un problème de santé mentale, il n'est pas comme nous. C'est pas le même. Ce qui est assez intéressant parce que finalement, c'est un peu le même système que ce qu'on fait quand on demande aux personnes racisées de s'excuser pour tous les actes qui se passent, oui, je sais, il ne me reste pas beaucoup de temps, mais j'ai presque fini. Mais d'aller expliquer pourquoi est-ce que moi, en tant que personne musulmane, par exemple, je n'approuve pas les gestes de tel terroriste. OK ? Donc le privilège, c'est quoi ? Le privilège, c'est l'avantage d'un groupe sur un autre, et c'est souvent invisible et considéré comme normal pour celles qui les détiennent. Alors j'ai mis un petit filtre, c'était mon histoire du pull rouge, du pull blanc tout à l'heure, c'est-à-dire que ça permet en fait de bloquer la masse des gens, d'avoir accès, et je vous laisse terminer la phrase, accès à tout ce que vous voulez. La culture, l'enseignement, la santé, accès. D'accord ? C'est le fait d'écrire les documents qu'il faut remplir pour obtenir une aide sociale dans un jargon hyper précis. Un autre exemple, c'est d'être la norme. J'ai littéralement tapé « homme » dans Google. Voilà. Être un homme. Être un homme, c'est être blanc, apparemment. Alors, on peut être aussi un homme de Néandertal. Pardon. Sorry. Voilà. C'est quand même dans les premiers résultats. Mais sinon, être un homme, c'est être blanc. Et musclé de préférence, bien sûr. Mais alors là, on arrive sur d'autres questions de... Alors, ensuite, on a toujours un autre privilège blanc, c'est le fait de toujours avoir le choix de choisir
de choisir de prioriser son confort. Parce qu'en fait, c'est ça, être un groupe majoritaire, un groupe dominant. C'est que comme le monde est conçu pour la personne qui domine, bah, tout est facile à naviguer. Ça se voit très fort avec le genre, par exemple. Sur le fait que, par exemple, si on fait des crash tests dans les voitures, on teste toujours les ceintures de sécurité sur des corps d'hommes. Ah bah oui, ah bah voilà. Qu'on a fait toutes nos études sur la crise cardiaque, sur les effets sur les hommes. Et il se trouve que ça ne fait pas la même chose sur les corps qui ne sont pas des corps mâles. Ah bah zut, bah tant pis, voilà. Du coup, il y a plein de personnes, il y a plein de femmes, par exemple, qui font des arrêts cardiaques et qui sont diagnostiquées beaucoup trop tard. Parce que c'est pas comme ça qu'on l'a étudié. Donc c'est toujours avoir le choix de prioriser son confort, parce que quand on a l'habitude que tout fonctionne pour soi, la moindre chose peut devenir très très difficile. Et donc on peut avoir vraiment des montées d'émotions. Donc on a le droit de ne pas voir, de ne pas entendre, de ne pas dire, on a le droit de sortir. On a le droit de quitter toute situation qui nous met mal à l'aise. Donc quand on va commencer à parler de race et qu'on va dire en fait tout le monde est raciste, comment oses-tu dire que je suis raciste? Non, c'est pas vrai, d'ailleurs j'ai un ami noir, hop, je claque la porte et je m'en vais. Voilà. C'est la question de la fragilité blanche. Donc la fragilité blanche, qui est aussi un livre qui a été traduit pour le coup en français de Robin DiAngelo, c'est la réaction de défense incrédule. Pour information, si jamais ça vous met plus à l'aise, parce que c'est une des réalités, Robin DiAngelo est blanche. C'est la réaction de défense incrédule que les personnes blanches manifestent lorsque leurs idées sur la race et le racisme sont remises en question. Et ça s'aggrave quand elles se sentent accusées d'être impliquées dans une forme de suprématie blanche. Parce que c'est quoi le contraire du confort ? Ça pourrait être l'inconfort, c'est la culpabilité. Quand on parle de racisme, c'est la culpabilité. Ça vient dans le fond de l'estomac. Quand tout d'un coup, on sent qu'on a été accusé de quelque chose et que ça devient difficile de se défendre, c'est très, très difficile à vivre. C'est pour ça que je vous ai demandé d'accepter l'inconfort, rester dedans. Parfois, il y a des choses qui ne sont pas agréables à entendre. L'idée, ce n'est pas de s'autoflageller, l'idée, c'est de le voir pour mieux agir dessus. Donc, dans les exemples sur comment ça peut se manifester, on a les larmes, c'est ce qu'on a vu avec Amy Cooper, c'est le fait de se mettre à pleurer. Moi, je vous dis, non, mais ce que vous venez de faire est juste très raciste. Et que vous mettez à pleurer en disant, non, mais en plus, c'est même pas vrai, puis je suis vraiment désolée. Le premier réflexe, déjà, pour tout le monde autour, c'est de se dire, qu'est-ce que vous lui avez fait? Pourquoi elle pleure? Voilà. C'est un bon tour. Voilà. Le tour de passe-passe, ça, c'est un que j'aime bien aussi, je l'appelle le swap aussi, c'est passer à un autre problème plus urgent. C'est-à-dire qu'on parle de race, fait oui, mais bon, et la classe dans tout ça? C'était ce qui s'était passé dans mon fameux débat là, fin 2020, où j'ai dit les noirs, les blancs, on fait ah oui, mais les juifs alors? Eh ben, on est toujours dans le même débat, désolé, hop, on va vous ramener au milieu. C'est le tour de passe-passe. Où je ne peux pas être raciste, je suis gay, ça marche aussi. Où je suis une femme. En tant que femme, je suis capable de comprendre ce que c'est d'être une minorité. Alors, certes, sur certains aspects, mais pas nécessairement sur tous les tenants et aboutissants. Et aussi, pour information, en fait, on ne parle pas tellement de minorité, parce que les femmes, c'est quand même 52% de la population. On parle de personnes minorisées, parce que comme pour raciser, il y a quelqu'un qui fait l'action. Et ensuite, le tone policing, c'est un de mes préférés. C'est le fait de se concentrer sur la manière dont les choses ont été dites plutôt que ce qui a été dit. Pour les féministes dans la salle, vous connaissez, c'est le tu dessertes ta cause. Non, mais jamais tu me dis les choses comme ça, avec ce ton-là, en me parlant aussi violemment. Moi, je suis désolée, mais je ne peux plus t'entendre, en fait. Enfin, tu sais, tu ne t'aides pas. Il faudrait que tu apprennes à dire les choses gentiment. On a complètement oublié ce que je disais. On est en train de regarder sur comment je parle. Tout d'un coup, je suis devenue agressive. Il faut quand même savoir qu'un des stéréotypes qui est le plus attaché aux femmes noires, c'est l'idée qu'elle serait agressive. Donc un homme blanc qui tape du poing sur la table en disant « j'en ai marre », il est charismatique. Une femme noire qui tape du poing sur la table, elle est complètement hystérique, elle est agressive, elle doit sortir. Il faut que quelqu'un s'en occupe. Ce n'est plus possible. Contrôlez vos enfants. Voilà, c'est vraiment souvent comme ça que c'est mis. Et alors je suis à mon dernier slide, je crois. Oui, je suis à mon dernier slide. Tu vois, on y est arrivé, sur le « personne n'échappe au racisme ». Aussi bien personne n'échappe à la racialisation, c'est-à-dire aussi qu'en tant que personne blanche, vous êtes identifiée comme blanche. Si jamais vous êtes une personne qui a des origines, comme on dit, c'est-à-dire qu'en fait, peut-être que vous ne vous identifiez pas nécessairement comme une personne blanche parce que vous venez d'une famille avec une certaine culture, avec certaines origines, peut-être même avec certaines ethnicités, religions, que sais-je, mais que vous avez ce qu'on appelle un white passing, c'est-à-dire que vous avez l'air blanc de l'extérieur, ça joue aussi. C'est-à-dire que vous allez être perçu comme tel et donc vous allez avoir les privilèges qui vont avec, jusqu'à ce que potentiellement vous fassiez partie du coup de mes stigmates discréditables et que vous fassiez un petit coming out, que vous mettiez à parler swahili à votre grand-mère au téléphone, et là c'est foutu. Personne n'échappe au racisme. Alors visualisez, ma petite personne là, c'est à peu près, c'est nous tous, on est cette personne dans son bain, la baignoire c'est la société, et le bain il est confortable, il a la parfaite température et c'est un bain rempli de paillettes. Vous venez de Wallonie, pour la plupart des personnes. C'est des confettis, vous connaissez aussi. Le point commun entre les paillettes et les confettis, c'est que vous les croisez une fois par an à une fête très spécifique, et puis 6 mois après, vous en retrouvez dans vos chaussettes.
Comment? On ne sait pas. On n'arrive jamais réellement à se débarrasser du confetti ou de la paillette. Vous pouvez prendre des douches tant que vous voulez. Ça surgit toujours généralement dans le tiroir à sous-vêtements. Ça peut être dans le fond de votre sac à main. Ça revient. C'est tenace. Okay, donc, cette baignoire, c'est notre société, elle est remplie de paillettes. Les paillettes, ce sont des stéréotypes. Ce sont les stéréotypes qui sont liés à toutes nos oppressions systémiques. C'est les stéréotypes racistes, c'est les stéréotypes sexistes, c'est les stéréotypes homophobes, etc., etc. Vous baignez dedans. Ils sont partout. Ils sont à la télé, ils sont dans la pub, ils sont sur Netflix, ils sont dans vos livres d'école, ils sont dans les livres que vous avez lus enfant. Ils sont partout. D'accord? Donc, du coup, vous baignez gentiment dans tous vos stéréotypes racistes. Et puis, un beau jour, vous vous rendez compte que vous baignez dans des stéréotypes racistes et que donc, du coup, vous avez des comportements racistes et que c'est le mal. C'est très, 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 très mal. Parce qu'on l'a vu, c'est une question morale, vous êtes très, très méchant tout d'un coup. Quand vous vous rendez compte, attention, petit moment de culpabilité, ça serre dans le ventre, qu'est-ce qu'on fait? On sort de la baignoire, on prend une douche, on prend deux douches, on prend trois douches. C'est-à-dire qu'on commence à lire Bell Hooks, on se pose des questions, on participe à des colloques sur l'antiracisme, on s'informe, quoi. On se forme, c'est super. Et du coup, vous sortez de là avec la sensation d'avoir quand même beaucoup moins de paillettes sur vous, voire même plus de paillettes du tout. Et puis un beau jour, il se passe un truc. Alors, par exemple, 2016, le grand classique, c'était un adolescent perçu comme arabe rentrait dans la rame de métro avec un sac de sport. Et là, vous sortez votre téléphone et vous commencez à envoyer un message à votre famille. En mode, bon, je vous aime très fort, que tout se passe bien. Et puis vous vous rendez compte que vous êtes quand même en train d'envoyer un message parce que vous pensez quoi? Que vous allez mourir parce qu'un adolescent a été chez Basic Fit. Et ça, c'est le petit moment où vous vous rendez compte que vous venez d'avoir un réflexe raciste. C'est pas grave, on survit. Le tout est de réussir à le surprendre et à plus le faire. C'est quand vous infantilisez quelqu'un, quand vous dites « Ah, c'est vraiment des enfants. Hein. » Vous dites pas ça quand Michel, il a encore oublié je ne sais pas quel document important chez lui avant la réunion. On se dit « Ah, c'est vraiment un gosse. Hein. » On se dit pas ça. Mais par contre, la personne, le bénéficiaire de vos services qui débarque en retard... pas leur faire confiance. Ah, voilà, tiens, je viens juste de le faire. Hop. Donc voilà, j'utilise très fort cette métaphore-là. Je mettrais presque un petit TM, un petit C entouré dessus. Ça marche très très bien. Parce que souvent, les gens me demandent, Aïda, est-ce que tu trouves que c'est plus utile de dire aux gens qu'ils sont racistes ou bien qu'ils ont fait quelque chose de raciste? Diplomatie entre humains, c'est toujours mieux de caractériser les faits plutôt que les gens. Mais plus efficace encore, vous ne pouvez pas vivre, grandir dans une société comme la nôtre et ne pas être raciste. Ce n'est pas possible. Vous avez été biberonné aux mêmes stéréotypes que tout le monde, vous les avez entendus, vous avez vu l'adolescent perçu comme arabe avec son sac de sport à la télé en 2016. C'est ça pour vous un terroriste dans votre tête. Il va falloir réussir à le déconstruire, à le virer, mais en attendant, c'est là. Il faut le reconnaître. Une fois qu'on a réussi à le reconnaître, on arrive à passer à la suite pour le combat. Voilà, je m'arrête là. Aïda, merci. Voilà. Alors, je prends visite de hyper intéressant, hyper documenté, très riche. Faudra qu'on digère. Mais vraiment bien. Alors, juste deux, trois trucs. Je suis très heureux de l'entendre dire. C'est toujours, surtout sur des questions comme celle-là, discrimination, etc. Qui parle? Qui êtes-vous? D'où parles-tu? Et d'abord se poser la question soi-même. Là-dessus, je suis entièrement d'accord. C'était le fameux qui parle de Bourdieu. Et lui-même, par contre, il prétendait avoir écrit le meilleur bouquin sur l'oppression des femmes. Voilà, soit. Bon, voilà. Critique de notre camp, tu as cité une série d'auteurs que je ne connaissais pas, moi j'en connais d'autres, C.L.R. James, etc. Mais, Malcolm X évidemment, mais effectivement, ce qui est très intéressant, c'est que quand tu disais que c'est des femmes qui ont vraiment mis le coup de pied dans la terre et parfois dans leur propre camp. Ça, je pensais contre soi en tant qu'individu, en tant que groupe, mais aussi dans les luttes, c'est extrêmement important. Et moi j'essaye de le faire souvent de manière maladroite et de manière certainement moins intelligente et allez, de manière beaucoup plus modeste aussi. Mais c'est vrai que moi j'aime bien parfois aller à contre-courant, mettre les pieds parfois dans le plat, quitte à dire des énormités, apparaître comme le chieur, etc. Et parfois peut-être aussi comme l'empêcheur de penser en rond, parce que je trouve qu'on pense très souvent en rond, même dans les milieux militants. Voilà. Alors, j'étais aussi très heureux d'avoir entendu dire que l'intersectionnalité et l'identité, c'est pas une... Moi je parlais de tranche milanaise, tu vois, moi je dis souvent, puisque moi aussi je fais un mélange de plein d'identités, moi je préfère l'image de salade liégeoise, parce que c'est effectivement beaucoup plus mélangé, où parfois certains aspects prennent le pas sur d'autres, etc. Alors très rapidement, moi, en termes d'identité, c'est clair. Mais ça, c'est aussi des choix. Moi, je me considère comme un travailleur. 2, un syndicaliste. 3, un salarié, un prolétaire.
donc un syndicaliste, un marxiste révolutionnaire, mais en plus, je suis et je me sens très belge, par exemple. La Belgique me fait chier, je vais la quitter, mais à la fois j'adore ce pays. Je me sens très français parce que je suis d'origine française, parce que je fais des études coréennes. Bienvenue en club des migrants. Voilà. Et je me considère comme bisexuel, même si je ne suis pas au plus pratiquant. Voilà. Et selon les milieux, et selon les circonstances, ce sera tel ou tel... Alors par contre, et rassurez-vous, je termine là-dessus, quand tu dis « vous ne serez jamais discriminé en tant que blanc », j'ai envie d'être effectivement un peu provocateur à mon tour. Je suis d'accord que le racisme anti-blanc, ça n'existe pas, c'est une invention, et clairement l'extrême droite en repartie. Ok, ça j'ai toujours pensé. Moi je suis, tout le monde l'a vu, blanc, vieux, hétéro en apparence, issu d'une classe moyenne, j'ai une classe moyenne inférieure parce que j'ai beaucoup galéré, chômage, etc. Mais je viens, mon père était cadre supérieur, ok, solide capital culturel reçu en héritage, tout ça. Ok, mais crois-moi, il y a un milieu où le simple fait d'être blanc, tout ce que je viens de dire, et surtout d'avoir l'âge que j'ai, où je me sens discriminé, c'est dans certains milieux militants. Ça, c'est très clair, que je me sens directement victime d'agisme. Okay. Alors, je termine. Je peux comprendre que ces réactions-là, on a parlé ce matin des milieux, enfin, je n'aime pas du tout le mot woke, mais donc des nouvelles formes de l'antiracisme, je peux comprendre que c'est un peu la monnaie de notre pièce. Je fais partie d'un groupe dominant, j'en ai certainement intégré ça. Et donc, je peux comprendre ça, mais je trouve que c'est quand même un peu court par rapport à quelqu'un qui, depuis 40 ans, est effectivement dans une série de mouvements de lutte contre les discriminations, qui est pratiquement passé sa vie à ça. Et je suis conscient que je suis raciste en termes que j'ai plein d'idées fausses dans ma tête. Mais je ne crois pas être un raciste. La question, c'est que je ne crois pas être un raciste au sens... Pour moi, le racisme, il peut être inconscient, mais moi, je parle du racisme intentionnel, et moi, je crois que je suis un antiraciste, en termes de conviction, et autant que possible en termes de comportement. Okay. Et donc, je comprends qu'il y ait une défiance, voire un rejet, mais il y a des moments où je trouve que c'est un peu lourd. Je comprends d'où ça vient, mais je l'admets assez difficilement, pas seulement parce que ça me touche et ça fera problème, mais je l'admets assez mal. Donc je pense que par moment, dans certains milieux spécifiques, le fait d'être blanc, eh bien effectivement, ça te disqualifie avant même que tu ouvres la porte. Absolument, et donc je pense que ça c'est important de revenir un peu sur la notion de non-mixité, c'est-à-dire qu'en fait c'est quand même pertinent, et c'est par exemple typiquement, particulièrement en tant que marxiste révolutionnaire, j'imagine que ça fait sens la non-mixité, parce que par exemple on n'aurait pas eu de droits sociaux pour les travailleurs si les patrons avaient été invités à toutes les réunions militantes. Et donc du coup, parfois ça fait sens d'avoir des réunions entre soi, parce que ça permet aussi déjà de stratégiser son devoir, commencer par mettre tous les trigger warnings, de devoir mettre de l'ouate sur les coins en disant « alors attention, on va parler des blancs, non, c'est pas de toi qu'on parle, oui, on va faire ceci, on va faire ça ». Et c'est vrai que, comme pour tout type de victime, il y a un moment où on a besoin de se détacher d'une personne qui est perçue comme étant l'oppresseur, et peut-être que toi, personnellement, tu ne te vois pas faire partie des oppresseurs. En attendant, en fait, c'est quand même c'est une image, et c'est important de le prendre en compte. Maintenant, si jamais tu te considères comme étant antiraciste, ça peut valoir la peine de se poser la question de comment, de là où toi tu parles, par rapport à ce que tu fais, comment est-ce que tu peux ajouter de l'eau au moulin, comment est-ce que tu peux faire avancer la cause sans que ça devienne à propos de toi personnellement, et sans que ce soit sans devoir rentrer dans des espaces qui ne sont pas nécessairement conçus pour t'accueillir. Parce qu'en fait, il y a plein de moyens d'activer les réseaux antiracistes sans devoir rentrer dans des milieux qui vont justement mettre la priorité aux personnes racisées, aux personnes qui sont victimes. Donc voilà, donc je comprends, mais alors du coup on ne parle pas de discrimination. On peut comprendre qu'il y a un sentiment d'exclusion, mais il y a une différence entre avoir un sentiment d'exclusion et être discriminé. Par exemple, on ne dirait jamais que les patrons sont discriminés parce qu'ils ne sont pas les bienvenus à une réunion de syndicalistes. On dit qu'en effet, dans ce cas-ci, il y a une exclusion de fait. Eux, peut-être qu'ils sont très exclus, ça c'est tout à fait possible. Mais en attendant, en fait, c'est une question d'émotion personnelle. Et en fait, c'est ça, je pense que c'est important de rester dessus. C'est pour ça aussi que je dis acceptance de l'inconfort. C'est qu'en fait, quand on parle de race et de racisme, on va très vite parler d'individus. Et on va parler de nous. Et du coup, en fait, il y a très très vite beaucoup d'émotions qui rentrent dedans. C'est plus facile particulièrement de parler, pas plus facile, quoique, ça a été plus facile à travers le temps, par exemple, de parler d'antisémitisme et de la Shoah, etc., parce qu'on avait un méchant identifié, les vilains Allemands nazis. Et donc, c'est plus facile d'écouter une histoire où quelqu'un d'autre est le méchant et se dire plus jamais ça, que d'avoir une histoire où, après ça, on a des personnes noires, par exemple, qui débarquent devant vous et viennent dire « Ok, le colonialisme, c'est pas fini, vous êtes tous des colons ». Ah bah oui, là tout de suite, alors déjà on a perdu la moitié de la salle parce que les personnes n'ont pas envie d'écouter la suite, elles se sentent heurtées. On a touché aux émotions. Donc ça c'est très important dans le combat antiraciste, d'être capable d'entendre
Qu'est-ce qui vient de moi, qui sont mes émotions, ma fragilité là tout de suite, où je me sens exclue, surtout quand j'ai pas l'habitude d'être exclue. Par exemple, l'agisme, c'est hyper fréquent, c'est hyper violent, mais c'est une des oppressions qui est parfois le plus difficilement vécue par les hommes blancs, parce que jusqu'au moment où ils ont atteint un âge où potentiellement ils se font exclure, ils n'ont jamais été exclus de nulle part. Et ça, c'est dur. En fait, ce qui est difficile dedans, c'est la nouveauté. Donc c'est ça qui est vraiment très important à garder en tête, je pense, quand je disais vraiment cette question d'hiérarchie et d'émotion et de fragilité, etc., et de privilège, de confort, vraiment de confort. Le confort, il est central, c'est qu'en fait, quand on a vécu toute sa vie avec que des portes ouvertes, quand tout d'un coup on se retrouve face à une porte fermée, ça ressemble très fort à une violence personnelle. Voilà. On va prendre une seconde question. Il y a quelqu'un dans la salle? Oui, je vois un bras qui se lève tout au fond. J'aimerais sur le volet intersectionnalité et donc sur les 4 facettes de l'intersectionnalité. Ma première question, c'est de savoir effectivement s'il y a une hiérarchie dans les facettes. Donc il y a le niveau individuel, structurel, institutionnel, historique. Mais sur le terrain, tu l'as évoqué notamment, ce qu'on travaille le plus, c'est l'interindividuel. Et donc on est sur ce volet-là, sur cette facette-là. Comment renforcer les autres? Comment travailler sur le volet plus historique, le volet plus structurel et sur le volet plus institutionnel? Alors, donc là ici ce sont les 4 facettes, pas de l'intersectionnalité, mais de l'oppression systémique, d'accord? Et l'intérêt en fait vraiment de l'intersectionnalité, c'est justement de les prendre en compte, de mettre ses lunettes, de se rendre compte qu'en fait en termes d'hiérarchie, c'est pas qu'il y a une hiérarchie entre les niveaux, c'est qu'en fait l'oppression elle est d'autant plus lourde qu'elle a tous les autres niveaux. C'est-à-dire que la personne qui vient d'avoir une insulte basée sur sa couleur de peau, mais que c'est la même personne qui a dû se battre pour obtenir un logement parce qu'elle était perçue d'une certaine manière. C'est la même personne qui vient d'être discriminée à l'hôpital. Je ne sais pas si vous connaissez ces chiffres, mais par exemple, en Angleterre, on a une étude qui a montré que les femmes noires mouraient 5 fois plus autour de la naissance des enfants, de leurs enfants, hein, donc autour du fait de donner naissance, que les femmes blanches, et 3 fois plus que les autres femmes racisées, par exemple. Mais en fait, quand on est constamment face à tout ça, l'individuel peut prendre plus de place. Et en fait, c'est un peu comme le principe des micro-agressions, hein, c'est ces petits échanges qui ont l'air de rien. En fait, en termes d'impact sur le long terme sur la santé mentale et physique, ça a le même impact que les macro-agressions, celles qu'on visualise avec mon Asie du début, avec sa croix gammée et ses insultes, hein, et ses coups. Parce qu'en fait, elles sont constantes, elles arrivent constamment, elles reviennent à chaque fois. Et je pense que tout le monde dans cette pièce s'est déjà retrouvé debout, sur le lit, à 4h du matin avec une savate face aux moustiques. C'était un moustique, c'est un simple moustique. Mais certaines personnes se font piquer plus par les moustiques que d'autres. Généralement, il y a 2 personnes. Il y a celle qui se fait d'office piquer tout le temps et puis il y a l'autre qui se fait jamais piquer. Voilà, métaphore de la vie. Mais donc du coup, on s'est déjà tous retrouvés avec le moustique de trop à 4h du matin à vouloir sortir un bazooka si on en avait un, alors que cette bestiole, elle fait 6 mm de long. On se calme. En fait, les micro-agressions, c'est comme des piqûres de moustiques, c'est même comme des piqûres de guêpes. C'est-à-dire que c'est horriblement désagréable quand ça arrive, ça peut brûler, etc. Vous vous faites attaquer par un essaim de guêpes, ça peut devenir mortel. Et certaines personnes se font piquer par des guêpes constamment. Donc la hiérarchie à voir par rapport au niveau individuel, etc., c'est voir dans quel contexte cette agression elle arrive. Est-ce qu'elle arrive, par exemple, si jamais elle arrive face à une personne blanche, une personne noire, et qu'ils se sont tous les deux insultés basés sur des questions raciales, ben en fait, il y en a une sur qui ça a un impact, ou sur la petite blague, en fait, potentiellement, elle va lui coûter un travail, tandis que l'autre, ben, en fait, ça aura été une expérience désagréable, mais ça ne va pas l'empêcher de prendre le bus en toute sécurité après. Voilà, ça fait sens? Cool, super. Allez, soyons fous, on peut même encore prendre une question supplémentaire. Oups. Alors, qui est encore dans sa douche? Bah, en même temps, la métaphore de la douche est très juste, hein, parce que je suis assez sûre que la plupart d'entre vous vont avoir un moment de « Ah ah !» sous la douche. Dans les 2 à 3 semaines à venir, c'est toujours comme ça. Après ça, je reçois des mails, les gens font « Alors, j'ai pris ma douche, et puis j'ai eu un « Ah !» C'est ça qu'elle voulait dire. Voilà. Mais c'est même pas « J'ai retrouvé une paillette ». C'est vraiment le « Ah, c'est ça qu'elle voulait dire ». Il faut aussi le temps que ça percole. Je sais bien que là, à chaud, c'est un peu complexe. Bien. Il n'y a pas Je ne d'autres vois pas questions. de bras qui se lèvent ou de tête qui dodeline. Et donc, je propose alors d'applaudir Aïda Yancy pour son exposé.